Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle a 21 ans, il en a 24. Nous sommes à l'été 1929, en juillet 1929. Elle est étudiante, elle prépare une maîtrise de philo. Également, elle prépare le concours de l'agrégation. Elle s'appelle Simone de Beauvoir. Elle rejoint à la Sorbonne un groupe d'étudiants qui prépare l'oral de cet examen de l'agrég. Très rapidement, elle remarque donc ce jeune homme de 24 ans, dont l'œil droit est affligé d'un fort strabisme, un jeune homme qui fume la pipe et qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Il passe l'agrég pour la deuxième fois, lui, et sa culture philosophique a de quoi impressionner Simone, car il sait absolument tout. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Elle écrira plus tard, dans les célèbres Mémoires d'une jeune fille rangée, « Il était le double en qui je retrouvais portées à l'incandescence toutes mes manies. » Ensemble, ils vont préparer ce concours, et d'ailleurs, lui va être premier au concours et elle, deuxième. Simone de Beauvoir écrit « Jamais nous ne deviendrons étrangers l'un à l'autre. Jamais l'un ne ferait en vain appel à l'autre et rien ne prévaudrait contre cette alliance. » Voilà un terme qu'on devrait retenir. L'alliance entre Sartre et Beauvoir, une alliance à toute épreuve et qui va tant durer. Il était né en 1905, lui, Jean-Paul Sartre. Il avait perdu son père tout jeune, il avait 15 mois, et quand sa mère, beaucoup plus tard, s'est remariée, il avait 12 ans. Il a dû aller poursuivre ses études à La Rochelle. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a mal vécu ce changement. Dans des entretiens qui ont été effectués en 1974 par Simone de Beauvoir, il déclare « Je n'appartenais pas tout à fait au lycée de La Rochelle parce que j'étais parisien, parce que j'avais un langage, une manière d'être qui n'était pas celle de mes camarades. Je sentais qu'une espèce de malchance s'exerçait sur moi, j'étais très malheureux, j'étais l'objet de plaisanteries et de coups très souvent, alors je me sentais inférieur. Comme en outre, il y avait des rapports avec mon beau-père qui n'étaient pas parfaits, j'ai passé là, je crois, les années les plus malheureuses de ma vie. Et quand on est très malheureux et qu'on est très jeune, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie généralement dans les livres, dans la littérature. Alors maintenant, vous me direz, c'est plutôt sur les écrans et les tablettes, mais à l'époque, on lisait. Il va faire une scolarité brillante, Jean-Paul Sartre. Il revient à Paris, rejoint le lycée Henri IV, puis Louis le Grand, l'école normale supérieure, n'en jetez plus. Il se lie d'amitié avec Paul Nizan, qui va lui faire découvrir notamment l'œuvre de Proust. Il se lie d'amitié aussi avec un certain Raymond Aron. Le projet de Sartre est d'être à la fois Spinoza et Stendhal, comprenez, un très grand penseur doublé d'un très grand écrivain. Oui, il est très modeste, j'ai oublié de vous dire. Simone de Beauvoir, elle, a vu le jour dans un milieu nettement plus aisé, en 1908 à Paris, d'un père avocat issu d'une lignée aristocratique, d'une mère qui descend d'une famille de banquiers. Elle a été adolescente scolarisée dans un établissement privé catholique. Elle a tôt perdu la foi, s'est éloignée de sa famille, et comme Sartre, elle a eu le temps et elle a eu la nécessité d'une certaine manière d'aller se réfugier dans la littérature. Et Claudel et Barrès et Gide sont devenus ses compagnons, si je puis dire, ses compagnons à travers les lectures, bien entendu. Elle a l'intention de suivre leur exemple, Simone de Beauvoir. Elle veut devenir écrivaine, comme on dirait aujourd'hui, ça lui ferait plaisir. Après les lettres classiques, Simone se tourne vers une licence de philosophie. Elle dira plus tard « Je crois que ce qui vraiment a neutralisé l'ennui d'être une femme, ce fut la vie intellectuelle, les études à la Sorbonne, les camarades rencontrés, le genre de camarades rencontrés, particulièrement Sartre, bien sûr, mais surtout le fait que ni Sartre ni les autres ne m'ont jamais donné l'impression qu'il y eut une supériorité quelconque à être un homme. C'est pourquoi j'ai été tellement étonné, quand j'ai écrit Le deuxième sexe, de découvrir qu'au fond, des quantités d'hommes avaient un sentiment de supériorité vis-à-vis des femmes. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, vous avez vu que Sartre et Beauvoir ont brillé à l'agrégation. Une fois cet examen obtenu, Sartre va aller effectuer son service militaire. Quant à Beauvoir, elle termine l'écriture de son journal intime. Et ensuite, l'un et l'autre sont nommés profs de philo, bien entendu. Sartre est en poste au Havre, avant de partir 1 an pour Berlin, où il étudiera Husserl et Heidegger. On est là dans les années 33-34. Ça n'est évidemment pas neutre d'être à Berlin en 33-34. Il ne comprend pas le nazisme qui est alors au pouvoir, Sartre. Si j'ose dire, il passe à côté. Beauvoir enseigne à
à Marseille, puis au lycée Jeanne d'Arc de Rouen, où elle se fait remarquer pour des prises de position qui, à l'époque, sont jugées très hardies. Elle est très féministe, d'une certaine façon. En 1934, la commission de la natalité et de la protection de l'enfance de la Seine-Inférieure va épingler Simone de Beauvoir pour avoir dit devant ses élèves qu'une femme avait mieux à faire dans la vie que de se marier et de s'occuper de ses enfants. Et oui, en 1934, c'est encore le genre de choses qu'on ne disait pas impunément. En 1936, la voilà nommée à Paris. Jean-Paul Sartre est muté, lui, au lycée Pasteur de Neuilly. Alors, ils écrivent pendant ce temps-là. Chacun écrit son roman. Sartre va publier La nausée, bien sûr, en 1938. Roman philosophique, en partie autobiographique, autour du personnage de Roquentin, bien sûr, ce trentenaire qui vit seul dans une ville imaginaire, Bouville, et qui tient son journal. Ça va être un succès critique. D'ailleurs, son auteur va manquer de très peu le prix Goncourt. Il est à 2 doigts du prix Goncourt. La guerre arrive, forcément, en 1939, Sartre est mobilisé, il est fait prisonnier en juin 40, envoyé en Allemagne, dans un stalag de Trèves, le stalag 12D. Il écrit presque tous les jours à Simone de Beauvoir, vous savez ça. Elle est revenue à Paris après avoir fui la capitale pendant quelques semaines. Elle a fait partie de ce mouvement terrible de l'exode. Dans les carnets qu'il écrit à cette époque, Sartre sent une profonde crise existentielle, si vous me passez l'expression. Ça va lui inspirer un ouvrage, L'être et le néant. L'être et le néant qu'il écrit en 1943 et dans lequel il développe une vision radicale de la condition humaine. L'être humain, pense-t-il, est livré à l'angoisse dès qu'il considère son existence dans ce qu'elle a de radicale vérité. En mars 41, Sartre a été libéré du camp de Trèves grâce à un faux certificat médical et a été nommé professeur de philosophie dans la cagne du lycée Condorcet, en lieu et place d'un enseignant révoqué par Vichy parce qu'il était juif, entre parenthèses. Sartre va fonder un groupe de résistance éphémère qui s'appelle Socialisme et Liberté, et puis il adhère au Comité national des écrivains, qui est une émanation du Parti communiste dans la clandestinité, ai-je besoin de vous dire. Mais cette occupation, donc ces activités, 41-42, l'écriture de L'être et le néant en 43, tout ça est fécond, bien entendu. Fécond non seulement pour Jean-Paul Sartre, mais pour le couple, qui prend ses habitudes à l'époque dans un établissement très célèbre, situé tout près de l'hôtel où il réside, rue de Seine, qui s'appelle la Louisiane. L'établissement en question, c'est le Café de Flore. Sartre va publier une pièce de théâtre qui sera jouée pour la première fois le 3 juin 43 au théâtre de la Cité. La pièce, c'est Les Mouches, mise en scène par Charles Dulin, s'il vous plaît, et basée sur la mythologie grecque, pièce qui, du reste, a passé la rampe de la censure. Elle a été acceptée par la propaganda Staffel. Les Mouches, donc. Et Simone est là, à la générale. Que j'étais émue, dira-t-elle, lorsque le rideau se leva. Impossible de se méprendre sur le sens de la pièce. Tombant de la bouche d'Oreste, le mot liberté explosait avec un éclat fulgurant. Sartre, quelques mois plus tard, va publier une deuxième pièce de théâtre, Huis clos, dont la première se déroule le 27 mai 1944 au Vieux Colombier, pièce célèbre pour cette réplique de Garcin, l'un des 3 personnages, juge et jugé sur les actes qui composent son existence. L'enfer, c'est les autres. Et oui, c'est peut-être la phrase la plus célèbre de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres, dans Huis clos, qui est un succès tout de suite. Et de son côté, Simone de Beauvoir est publiée une première fois en 43 avec L'Invité, mais elle est suspendue de son poste de professeur pour incitation de mineurs à la débauche. Il faut vous dire qu'elle avait séduit une de ses élèves. Le couple, en 1944, fait partie de tous ceux qui, dans la joie populaire, assistent à la libération de Paris. La BBC annonça que Paris avait été libéré, écrira Sartre. Nous écoutions les nouvelles, un ami et moi, couchés à plat ventre parce que des tirs d'artillerie avaient pris notre immeuble pour cible. On ne pouvait s'empêcher de trouver la nouvelle quelque peu paradoxale et même contrariante. Paris était libéré, mais nous ne pouvions sortir de l'immeuble parce que la rue de Seine où j'habitais était toujours bloquée.
En 46, Sartre et Beauvoir vont fonder leur journal, et un journal qui a laissé un nom dans l'histoire, bien sûr, en tout cas dans l'histoire de la presse, Les Temps modernes. Alors là, il y a tous les grands philosophes et écrivains de l'époque, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus. Le mot d'ordre des temps modernes, c'est de s'engager. Et s'engager, on ne veut plus d'intellectuels qui écrivent hors des circonstances. On veut des intellectuels qui agissent et qui deviennent des politiques. En l'occurrence, s'engager en faveur de la décolonisation. C'est presque une obsession pour Beauvoir et pour Sartre. D'ailleurs, c'est elle qui écrit de son compagnon à cette époque: il tenait passionnément à être un homme libre. Il refusait tout ce qui aurait pu alourdir son existence et l'enraciner dans la terre. Il ne s'est pas marié, il n'a jamais rien possédé, ni un meuble, ni un bibelot, ni un tableau, ni un livre. Il habite des chambres d'hôtel où l'on ne trouverait pas même un exemplaire de ses ouvrages et dont le dénuement surprend souvent ses visiteurs. Il a toujours dépensé son argent au fur et à mesure qu'il le gagnait, parfois même un peu avant. N'accordant d'importance qu'à son œuvre, Sartre s'engageait le moins possible dans la vie. Il s'occupait peu de politique, il s'abstenait de voter. Il n'empêche qu'il va devenir un des théoriciens de l'engagement en politique. Le couple mène une vie très libre. Je parle là sur un plan conjugal. On fait ménage à trois chez les Sartre, Beauvoir, avec une autre femme en l'occurrence pendant tout un moment. Sartre va rester plusieurs mois à New York aux côtés de sa maîtresse, l'actrice et poétesse Dolores Vanetti. Et puis c'est Simone de Beauvoir qui va de son côté rejoindre son nouvel amant, le célèbre romancier Nelson Algren. Ça c'est à Chicago. Ils ont du mal à se passer l'un de l'autre. Pour autant, il ne faudrait pas se tromper sur ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, leurs échanges épistolaires nous disent cela. Sartre écrit à Beauvoir, par exemple, le 8 mai 48. « Vous me manquez et je ne pourrai pas vivre très longtemps sans vous. 3 mois, ça va. 4, ça irait à la rigueur, mais après tout est fade et votre petite figure, qu'elle est honnête et qu'elle me plaît. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il se trompe d'adresse, qu'il ne se croit pas obligé. Ben, c'est comme ça, je suis bien avec vous, je vous regrette. » La fin des années 40 va marquer pour ce couple un peu en dents de scie, vous l'aurez compris, mais qui reste inséparable, comme l'avait vu et senti et compris Simone de Beauvoir dès les débuts. Ça va devenir l'époque de la notoriété, pour ne pas dire de la consécration. Simone de Beauvoir, avec Le Deuxième Sexe, a remporté un immense succès public, tandis que Sartre va assister au triomphe d'une pièce qui va faire les grandes heures du théâtre Antoine. La pièce, c'est bien sûr Les Mains sales. Et le voici, le prix Goncourt. C'est le prix Goncourt 54 pour Les Mandarins. Après Elsa Triolet et Béatrix Beck, elle n'est que la 3e femme, Simone de Beauvoir, à être lauréate de ce prestigieux prix qui pourtant était décerné depuis 1903. Et oui, Les Mandarins sont prix Goncourt et Simone de Beauvoir devient une sorte de sommité. Elle déclare: « Je suis un écrivain, une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. » En 1958 est publié le premier volet de son autobiographie, les célèbres Mémoires d'une jeune fille rangée, qui vont être un succès critique, certes, mais aussi un succès public. Cocteau, à ce moment-là, écrit à Beauvoir: « Vos Mémoires d'une jeune fille rangée, je leur trouve quelque chose de considérable, de courageux et de fraternel. Un livre anti-intellectuel par excellence, féminin dans le sens le plus viril du terme, et de quelle poigne vous tenez votre plume !» Beauvoir ensuite publiera La force de l'âge, La force des choses, qui rencontre le même succès à l'époque. L'icône de l'époque, la grande actrice, c'est bien sûr Brigitte Bardot. Eh bien, elle confie à la philosophe que La force des choses est son livre de chevet. De son côté, Sartre domine la scène théâtrale et littéraire. Comme Beauvoir, il va publier son autobiographie, c'est Les mots, bien sûr, en 1964. Il reçoit le prix Nobel de littérature cette même année. Mais, et alors ça c'est du Sartre tout craché, quand on est prix Nobel de littérature, ben non, il refuse le prix, comme d'ailleurs il avait 20 ans plus tôt refusé la Légion d'honneur. Il dira plus tard, dans les fameux entretiens que je citais avec Simone de Beauvoir: « Je suis en totale contradiction avec le prix Nobel parce qu'il consiste à classer les écrivains. S'il avait existé au XVIe siècle, nous saurions que Clément Marot a eu le prix Nobel, que Kant l'a manqué, qu'il aurait dû l'avoir, mais qu'on ne lui a pas donné parce qu'il a eu une confusion ou une action de certains membres du jury, que Victor Hugo l'a eu, bien entendu, etc. À ce moment-là, la littérature serait donc complètement hiérarchisée. Vous auriez les membres du Collège de France et d'autres qui auraient eu des prix Goncourt, et puis d'autres qui auraient eu d'autres dignités. Bref, c'est absurde, dit-il.
Sartre et Beauvoir sont également très présents, vous l'aurez compris, dans les médias, beaucoup à la radio, puisqu'à l'époque le grand média c'est la radio, mais on va les voir petit à petit devenir aussi des sujets de télévision. Les deux écrivains sont très engagés politiquement. Sartre est carrément compagnon de route du Parti communiste. Il est président de l'association France-URSS. D'ailleurs, avec Simone de Beauvoir, il va voyager en Union soviétique. Ils vont s'y rendre 9 fois en tout. Ils vont aussi bien dans la Chine de Mao, dans le Cuba de Fidel Castro. Ils soutiennent l'indépendance de l'Algérie bec et ongle, bien sûr, et s'opposent à la guerre du Vietnam. Toutes ces prises de position leur valent des soutiens, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'inimitié. Et on verra par exemple l'ancien camarade de classe de Sartre, Aron, sociologue et philosophe libéral, beaucoup plus classé à droite de son côté, qui critiquera cet engagement marxiste au moment même où les purges staliniennes sont connues et où les chars soviétiques envahissent la Hongrie en 56. De cette confrontation entre les deux frères ennemis va rester l'esprit de toute une époque. Et il y a les sartriens qui sont conscients des limites de leur maître, mais qui néanmoins l'adulent. On pense à la très célèbre phrase de Jean Daniel qui dit j'aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Le couple est aussi dans le viseur de l'OAS, forcément, l'organisation de l'armée secrète, au moment de la fin de la guerre d'Algérie, en 61-62. 2 attentats au plastique vont directement viser l'appartement de Sartre et Beauvoir, devrais-je dire, faisons bien attention, rue Bonaparte, avec des dégâts très importants. Ils étaient tellement engagés dans cette décolonisation qu'évidemment, ils étaient les bêtes noires d'organisations comme l'OAS. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début des années 70, alors qu'il s'éloigne de la scène littéraire, nous dit Christophe Dard qui a préparé cette émission, ils sont néanmoins toujours très engagés. Sartre a délaissé le Parti communiste, il soutient les maoïstes, il va fonder le journal La Cause du Peuple et défendre un socialisme qui n'est plus simplement un socialisme politique, j'allais dire, ou de salon, qui devient un socialisme d'action révolutionnaire. On le voit haranguer les ouvriers de la Régie Renault à la sortie des usines de Billancourt. On le voit prôner l'union du peuple et des intellectuels, notamment au moment de mai 68, évidemment. De son côté, Beauvoir soutient les actions du mouvement de libération des femmes. Elle devient même une icône du MLF à l'époque, au moment notamment de la grande question de la dépénalisation de l'avortement. Et on sait quel rôle lui donnera Gisèle Halimi dans ce combat-là. En 1973, Sartre fonde un journal refonde, devrais-je dire, un journal qui avait fait son temps, qui était Libération, mais son état de santé décline à ce moment-là, et après 2 hémorragies à l'œil gauche, son œil valide, il perd quasiment la vue. On peut dire de Sartre qu'il devient quasiment l'aide aveugle de notre temps, il ne peut plus écrire, il laisse inachevé une étude sur Flaubert qui s'appelle L'idiot de la famille, dont un seul tome sera publié. Ça ne l'empêche pas en 1979 de se rendre à l'Élysée pour soutenir la cause des boat people vietnamiens. On a oublié cette histoire de migrants avant l'heure, si je puis dire, mais à l'époque ça a beaucoup secoué toute la société et Sartre était là sur le perron de l'Élysée avec le président Giscard d'Estaing à l'époque. Et ce qu'on a oublié, on n'a pas oublié d'ailleurs, mais sur la photo, il y a aussi Aron, puisqu'ils sont là tous les deux ce jour-là. Et puis il y a aussi André Glucksmann, bien entendu. Sartre apparaît à tous très fatigué, très amaigri. Il meurt le 15 avril 1981. De 30 à 50 000 personnes seront présentes à ses obsèques au cimetière du Montparnasse, foule tellement dense qu'à un moment elle va effrayer Simone de Beauvoir, à qui quelqu'un lance « Ne vous inquiétez pas, vous êtes au milieu du peuple de Sartre ». Simone de Beauvoir mourra à son tour le 14 avril 86, la veille du 6e anniversaire de la mort de celui avec qui elle avait, bon an, mal an, vécu pendant un demi-siècle. Beauvoir écrivait à la toute fin de la cérémonie des adieux en 1981 « La mort de Sartre nous sépare, ma mort ne nous réunira pas. C'est ainsi, il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. »